On va se pencher sur une énigme que tout le monde a déjà rencontrée au moins une fois dans sa carrière. Une énigme qui peut être assez frustrante. Voilà la question centrale, celle qui fâche. Comment se fait-il que bien souvent, ce ne sont pas les plus compétents qui grimpent les échelons, mais d'autres? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et pour comprendre ça, il faut d'abord faire une distinction essentielle entre deux choses qu'on a tendance à mélanger. La compétence réelle pour un poste et l'habileté politique pour l'obtenir. C'est vraiment la clé de tout le problème. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a la compétence pour diriger. Ça demande de la stratégie, une bonne capacité de décision, des qualités humaines, bref, un vrai savoir-faire. Et de l'autre, on a l'habileté à prendre le pouvoir. Là, c'est autre chose. C'est du réseau, de la manipulation, de l'opportunisme. C'est une compétence, oui, mais une compétence purement politique. Et voilà le cœur du problème. En réalité, il y a beaucoup plus de gens qui maîtrisent l'art de prendre le pouvoir que de gens qui ont les compétences pour bien l'utiliser ensuite. Ce déséquilibre explique pourquoi on voit ce phénomène partout, dans les entreprises, en politique et même dans le monde associatif. Alors, comment font-ils? Quels sont les secrets de cette prise de pouvoir? Eh bien, figurez-vous que les réponses se trouvent dans un texte étonnamment ancien, un petit manuel politique qui date du XVIIe siècle. Ce livre, c'est le Bréviaire des politiciens. C'est un guide très pragmatique, et on peut le dire assez cynique, sur l'art de gagner et de garder le pouvoir. Il est attribué au cardinal Mazarin, et vous allez voir, ces leçons sont d'une modernité déconcertante. Cette citation résume parfaitement l'esprit du livre. L'important, ce n'est pas ce qu'on est, c'est ce que les autres perçoivent. L'apparence est souvent bien plus puissante que la réalité. Allez, plongeons dans les stratégies concrètes de ce manuel. On va commencer par la base. Comment construire et surtout comment protéger sa position de pouvoir. La première règle, c'est de bien choisir son entourage. Et là, surprise, il ne faut surtout pas s'entourer des meilleurs. Non, il faut choisir des collaborateurs inoffensifs, voire un peu incompétents. Pourquoi? Parce qu'ils devront leur poste uniquement à leur chef et leur loyauté sera donc totale. Ensuite, on leur délègue des tâches pour garder le contrôle sans se salir les mains. Et bien sûr, en cas de problème, c'est de leur faute, jamais de la sienne. C'est un système parfait. Et pour gérer les autres, le manuel est très clair. Il faut être impitoyable avec les plus faibles. Avec les puissants, au contraire, il faut séduire, flatter, tout en restant sur ses gardes, évidemment. La ruse est l'outil principal pour exploiter les failles des adversaires. Et surtout, ne jamais montrer son jeu. L'ambiguïté, le flou, c'est une arme redoutable. Dans ce jeu-là, il n'y a pas de place pour les sentiments. Les alliances, oui, elles sont essentielles, mais ce sont des outils. On peut les briser à tout moment si ça sert ses propres intérêts. La loyauté, ce n'est pas une valeur, c'est une monnaie d'échange. Tout est une question de calcul et de rapport de force. D'accord, on a vu les tactiques du quotidien. Mais tout ça s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large, une vision à long terme. La base de cette stratégie à long terme, c'est la maîtrise des apparences. L'image est fondamentale. Il faut absolument se construire une réputation de personne fiable, sérieuse, même si, en coulisses, les intentions sont purement égoïstes. La première impression est capitale. Pour y arriver, 3 vertus sont indispensables. D'abord, la patience. Le temps est un allié. Il faut savoir attendre le bon moment pour frapper. Ensuite, le contrôle émotionnel. Les émotions sont vues comme une faiblesse. Il faut rester froid, détaché. Et enfin, la subtilité. On n'exerce pas le pouvoir de manière brutale, c'est contre-productif. Une approche plus fine est bien plus efficace. C'est une vraie partie d'échec. Et face au conflit, la méthode conseillée, c'est d'éviter le clash direct. Laisser les autres s'épuiser, faire des erreurs, et ne frapper que lorsque le moment est parfait, avec une détermination totale. La cible idéale, comme le dit le manuel, c'est un adversaire qui est déjà affaibli. C'est une approche de prédateur, ni plus ni moins. Bon, on a vu le mode d'emploi. Mais maintenant, regardons ce qui se passe quand ces stratégies fonctionnent. Quel est le coût pour l'organisation? Parce que bien sûr, il y a un coût, et il est très élevé. Le premier résultat, c'est la création d'une culture d'entreprise complètement toxique. Ce genre d'environnement n'attire que les opportunistes, les gens qui jouent le même jeu. Et à l'inverse, il fait fuir tous les collaborateurs compétents et intègres. C'est une sorte de sélection naturelle à l'envers. On peut visualiser les dégâts assez simplement. D'abord, une fuite massive des talents. Ensuite, logiquement, une chute des performances et de l'innovation, parce que la médiocrité et l'arrogance prennent le dessus. Et enfin, une explosion des conflits internes, car dans ce genre de culture, c'est chacun pour soi. Et il faut bien comprendre que cette situation n'arrive pas par hasard, ce n'est pas un accident. C'est le résultat direct d'une prise de pouvoir active et délibérée, qui suit des règles bien précises. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. À long terme, l'issue est presque toujours la même. L'organisation s'enferme dans une spirale de médiocrité et finit par s'effondrer sous le poids de sa propre inefficacité. C'est un échec qui était prévisible et qui aurait souvent pu être évité. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui pousse à la réflexion sur nos propres environnements de travail.
Dans ce jeu du pouvoir, au final, qui l'emporte le plus souvent? Celui qui est réellement compétent ou celui qui est simplement le plus habile?